Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie. Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Juan Branco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avocat admirable, brillant et engagé, qui défend avec passion et talent des causes et des gens qui souvent nous sont proches. Les Gilets jaunes, Julian Assange, Mon sang, Kémy Séba. C'est d'ailleurs pour le punir d'avoir défendu ce dernier que la mafia étatique française va tenter de lui retirer sa robe d'avocat le 15 octobre prochain. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. Moi, citoyenne, défenseur de la souveraineté africaine, j'ai été sanctionnée dans le cadre de palabres de blanc sur fond de conflit OTAN-Russie en Ukraine, au milieu de l'Europe, là-bas, chez les nazis. L'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Qu'est-ce qui justifie au fond une telle décision, Malika Nadir ? Alors, le Conseil de l'Union européenne reproche à Nathalie Yamb de soutenir ouvertement la Russie depuis 2019, en prenant notamment pour cible la France et l'Occident, dans le but de les évincer du continent africain, des positions pro-russes qui menacent la démocratie ou la sécurité de l'Union européenne en recourant à la manipulation de l'information. C'est ce qu'on peut lire dans le journal officiel de l'Union européenne. Nathalie Yamb rejoint la liste des personnes physiques ou morales sanctionnées par l'Union européenne en raison de leurs activités déstabilisatrices menées par la Russie. Précisons que l'influenceuse était déjà interdite de territoire en France pour ses propos virulents contre la présence française en Afrique. En 2003, une enquête du magazine Temps Présent dressait le portrait de cette binationale suisse et camerounaise qui compte plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, très populaire en Afrique francophone pour ses discours panafricains, appelant à chasser la France du continent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne soit ajoutée simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant ni après. Ni avant dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Et même après moi, jamais. Parce que derrière moi, le 15 juillet, les Totolas se sont encore réunis pour sanctionner plusieurs gens et entités dans le cadre du conflit en Ukraine, ainsi que des situations en Haïti, en Moldavie et que sais-je. Plusieurs, mais pas un, comme avec moi. Et tenez-vous bien, les individus qu'on sanctionne, ce sont soit de gros industriels, soit des militaires, des magistrats, des gouvernants, des agents de renseignement, des patrons de presse, des chefs de gang, des tueurs. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Et, Adjobasson, respectez-moi. Respectez-moi fort. Je pense que moi-même, souvent, je me néglige parce que visiblement, les dirigeants européens ont peur de moi plus que de quiconque. Alors la vraie question est de savoir pourquoi je les effraie autant.
On va revenir répondre à cela, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que les sanctions qui m'ont été appliquées découlent d'un mécanisme politique et non judiciaire. Sur demande de la France, la haute représentante qui dans le jargon bruxellois équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé au nom de la Commission de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. La décision a immédiatement été inscrite au journal officiel de l'Union européenne et est donc entrée en vigueur dans la foulée. Elle a par la suite été transmise pour information aux députés du Parlement européen à Strasbourg. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions. On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non. On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE, pour évincer la France et l'Occident du continent africain. Fin de citation. Mais quel crime! Non mais vous imaginez, comment puis-je oser vouloir que l'Occident, qui nous a esclavagisés, torturés, massacrés, violés, pillés, colonisés, dénigrés, infantilisés, ridiculisés, diffamés, divisés, appauvris, comment puis-je avoir l'audace de réclamer que cet Occident malfaiteur et criminel quitte notre Afrique et reste là-bas chez eux, dans leur jardin, parce que c'est ainsi que le prédécesseur de Kaja Kallas, l'ex-haut représentant de l'UE, Josep Borrell, avait qualifié leur continent, il n'y a pas si longtemps de cela, nous décrivant, nous, Africains, comme la jungle. On dit que mes mots à moi, petite femme noire d'1,63 m, sont dangereux pour la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité de 27 pays européens, dont les 3/4 me sont totalement inconnus. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande, de Malte, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l'Estonie, etc. Qui les connaît? Eux, c'est qui? Eux, c'est quoi? Donc pour l'UE, je dois m'exprimer d'une façon qui leur convient, alors que nous, Africains, on subit leur façon de s'exprimer depuis toujours. Quand ils disent qu'ils sont venus pour nous civiliser et nous parlent des belles heures de la colonisation, ça nous humilie. Quand je me rends d'Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture africaine, et qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Quand ils viennent dans nos universités nous dire qu'on n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire, ça nous énerve. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Quand ils viennent nous dire que la France n'a jamais commis de massacre au Cameroun, ça nous scandalise. Alors sur le premier sujet, je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. Et naturellement, lorsque je parlais de scories, ce n'est pas à ça que je pensais.
Quand ils affirment que le Mali, c'est la frontière sud de la France, ça nous irrite. On est en train de s'enliser quand même au Mali. On est en train de se sécuriser. Sécuriser. C'est notre frontière sud. Quand ils disent que nous sommes une jungle, que eux, les jardiniers, ont le devoir de venir mater, ça nous vexe. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world, is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the wall will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. Quand ils déclarent qu'ils vont venir nous recoloniser militairement et que l'Afrique a besoin d'eux, alors que la jeunesse africaine crie partout « France dégage, Europe dégage », ça nous révolte. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Quand ils affirment que nous sommes des agents pro-russes payés par Poutine ou Prigojine, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas l'ombre du début du commencement d'une preuve pour corroborer leurs allégations mensongères, dénigrantes et racistes, ça nous frustre. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. On peut ressortir des milliers de choses qu'ils ont dites et qui nous froissent, qui nous fâchent, qui nous vexent, qui nous frustrent depuis des siècles. Et ce n'est pas pour autant que nous les avons sanctionnés. La frustration n'est pas un élément qui peut empêcher les autres de s'exprimer. Nulle part et surtout pas chez eux. Car c'est bien dans leur propre texte fondateur qu'ils ont inscrit cela. Jetons un coup d'œil à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Est-ce que vous avez entendu? On peut faire ça? La charte en question a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000. Elle a valeur de traité, elle est donc contraignante et elle est le texte de référence pour la protection des libertés et droits fondamentaux des citoyens, notamment pour les préserver des abus des États et organes institutionnels de l'Union européenne, comme celui dont je suis l'objet aujourd'hui.
La même disposition est d'ailleurs inscrite à l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU. Vous savez, cette organisation omnipotente qui réunit tous les États du monde à New York sur une base prétendument égalitaire, mais au sein de laquelle les 5 qui siègent en permanence au Conseil de sécurité sont plus puissants que les centaines qui siègent à l'Assemblée générale. Mais visiblement pour Macron, von der Leyen, Meloni, Merz, Lopez et consorts, le droit fondamental à la liberté d'expression et d'opinion est réservé à l'homme blanc, mais pas à la femme noire, ni à l'homme noir d'ailleurs. Cette volonté d'encadrer, de contrôler, de diriger la façon de penser, de s'exprimer, de lire le monde des Africains, ce n'est ni plus ni moins que le retour du colonialisme pur et dur. Parce qu'en dehors de l'usage des armes, c'est toujours par la maîtrise des âmes qu'ils ont réussi à nous dominer à travers la religion, les programmes scolaires, la propagande informationnelle. Dans la droite ligne de leurs aïeux qui traitaient les nôtres comme des animaux, les dirigeants européens actuels ont reçu le racisme, l'hypocrisie, la discrimination, la déshumanisation à notre endroit en héritage. Pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous sommes des singes, nous sommes des choses qui n'avons pas le droit de penser, de réfléchir, d'analyser, d'exprimer des opinions, des revendications, des aspirations pour notre continent et par rapport au reste du monde. On se souvient que le Code noir nous considérait comme des meubles. Quand ce sont des Blancs qui disent ce que je dis, ils ne sont pas sanctionnés. Leurs avoirs ne sont pas saisis. On ne leur interdit pas de circuler. On ne leur retire pas la nationalité comme on l'a fait avec mon sang, Kémy. Le journaliste français Thomas Dietrich, l'eurodéputé belge Marc Botenga, les députés français Aurélien Taché et Jean-Paul Lecoq ne disent pas autre chose que moi, que nous, sur le déséquilibre de la relation Europe-Afrique, sur la nocivité et la nécessité d'en finir avec la France-Afrique, avec les bases militaires, avec le franc CFA, la tutelle de la France à l'ONU, les contrats léonins, la barbouzerie française. Il faut dire que la France a de sacrés intérêts en Guinée. Mamadi Doumbouya est un putschiste francophile, un putschiste halal, cachère, tout ce que vous voulez, contrairement aux méchants putschistes pro-russes du Sahel qui ont tourné le dos à Emmanuel Macron. Les militaires français sont présents discrètement sur le sol guinéen, tandis que nos entreprises signent de juteux contrats. On le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et cela crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Enfin, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Le journaliste star américain Tucker Carlson, les hommes politiques français François Asselineau, Florian Philippot, l'activiste américain Jackson Hinkle, le président du El Salvador, Nayib Bukele, disent les termes sur le déclin de l'Europe, le double standard, la réalité de la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, le financement et l'adoubement des terroristes. Mais eux tous là, on ne les sanctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce que contrairement à moi, ils sont blancs. Dans la droite ligne de leurs penseurs comme Kant, Voltaire, Hegel, Gobineau, les Occidentaux sont convaincus de nous être supérieurs, que nous sommes des sauvages, tout juste bons à être manipulés, exploités, piétinés ou éliminés. Tout le monde peut parler de nous, pour nous, contre nous, mais gare à l'Africain qui s'avisera de parler d'Afrique, et même, oh scandale, de parler de ce qui se passe ailleurs, comme en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, ou alors pire, d'avoir des analyses et réflexions géopolitiques et géostratégiques.
Ils aiment nous voir danser, chanter, jouer ballon, nous clasher sur Internet à propos de foot, de musique, de buzz inutile. Mais quand quelqu'un comme moi s'assoit et étudie scientifiquement l'histoire, décrypte méthodiquement l'actualité, vulgarise massivement la géopolitique et propose pertinemment des politiques pour émanciper et protéger l'Afrique et les Africains, là, on ne rit plus à Paris, Bruxelles, Berlin ou Washington. Toute raison oubliée, on va avoir recours à un arsenal politico-financier brutal pour faire taire une femme noire. Ils disent que je ne suis qu'une influenceuse des réseaux sociaux et pourtant, en même temps, ils m'affublent de sanctions totalement arbitraires, violentes, disproportionnées, réservées aux plus grands dirigeants politiques et économiques ou aux plus dangereux terroristes et criminels du monde mondial. Cela est-il surprenant? Pas vraiment. La barbarie et la violence sont dans l'ADN des Européens. Je le dis souvent, mais je ne le dis pas juste comme ça, pour me faire plaisir. Je le dis parce que l'histoire le prouve. Avant de venir se défouler sur nous avec l'esclavage et la colonisation, ces gens passaient leur temps à se trucider, à se taper dessus, à faire couler le sang, jusqu'à ce qu'en 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans et à celle de 80 ans qui ont déchiré l'Europe et consacrent la souveraineté des États européens. Mais même après, leur naturel violent a repris le dessus, même entre eux. Notre pote, qui disait tantôt qu'on n'était pas encore assez entré dans l'histoire, le reconnaît en audition officielle au Parlement français. Nicolas? Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. De tout temps, la paix entre Européens a coïncidé avec l'intensification de la brutalité coloniale et néocoloniale. Il n'en va pas autrement aujourd'hui et je vous avoue que je suis passablement énervé de constater qu'en 2025, il y a encore des gens à la tête des pays africains qui croient qu'on peut faire ami-ami avec des États européens qui ne respectent que la force et ont la violence et le mépris pour les Africains chevillés au corps. Cela fait longtemps que je pose un gros problème à Paris par ma capacité à conscientiser non seulement les opinions et les peuples à travers mes 2,5 millions de followers sur les réseaux sociaux, à travers les conférences et les meetings, mais également jusque dans les palais présidentiels et dans les gouvernements africains. Toute l'architecture du modèle économique et diplomatique français est basée sur le monopole et la gratuité des ressources africaines, ainsi que sur la vassalité de nos États. Grâce à moi, cela a dramatiquement changé depuis mes discours à Ouagadougou en 2017 et à Sochi en 2019. Pour ce qui concerne ceux qui veulent continuer en 2017, à asservir, à piller, à voler, à violer l'héritage, le patrimoine, l'imaginaire de nos enfants, comme le disait Thomas Sankara, nous les chasserons. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper
la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. À cela s'ajoute le fait que je conscientise également les gens chez eux, en Europe, qui commencent à faire des vidéos TikTok pour dénoncer le comportement de leurs États en Afrique et ailleurs dans le monde. Alors, on prend un bazooka pour tuer une abeille. Bzzz. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis Suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Quand vous énoncez une interdiction d'entrée, de transit ou de survol, cela doit se justifier par le fait que la présence d'une personne donnée sur votre territoire ou dans votre espace aérien constitue un danger immédiat pour votre sécurité. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente d'entendre l'UE expliquer au tribunal en quoi ma présence dans un avion à 10 000 mètres de hauteur dans les nuages constitue un danger immédiat pour la sécurité des 450 millions d'habitants au sol. Ça va être intéressant. La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé, la violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Et ils y ont recours non seulement pour me briser, mais aussi et surtout pour passer un message à ceux qui seraient tentés de penser et d'agir comme moi. Je ne vous raconte pas cela pour faire pleurer dans les chaumières. Je vous raconte cela pour que vous soyez conscients des enjeux. Tous ceux qui se disent que bof, off, c'est un problème de Nathalie Yamb, de toute façon, je l'aime pas, alors je n'en ai rien à fiche, détrompez-vous. Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas, parce que vous êtes citoyen européen ou africain résidant en Afrique ou en Europe. Si ce qu'ils me font là passe, ça va créer une jurisprudence en Europe. Ça voudra dire que n'importe quel petit zozo non élu dans un bureau peut attraper n'importe quel citoyen qui a dit quelque chose qui ne lui plaît pas et faire prononcer des sanctions. Et si on lui demande pourquoi, il va citer le cas Nathalie Yamb. J'espère que tout le monde en est conscient et se prépare. À ce stade, je voudrais fortement recommander aux États africains et à ceux de l'AES en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur souveraineté, également sur le plan juridique. Ils doivent interdire aux entreprises opérant sur leur territoire d'appliquer des sanctions prises par des bureaucrates, par des politiciens ou même des tribunaux étrangers qui n'ont pas été auparavant reprises par le droit des pays africains concernés. Le mode opératoire des colons terroristes européens est standard depuis les années 50. Ils traquent, ils appauvrissent, ils emprisonnent, ils exilent et avant de passer à l'élimination physique pure et simple qui sera la prochaine étape qui m'attend, on recourt à l'assassinat de caractère.
L'accusation de collusion, d'intelligence avec la Russie est un mensonge, instrumentalisé pour justifier toutes les attaques que l'on veut porter contre moi, surtout que mon dossier est vide et qu'il n'y a absolument rien à me reprocher. Chaque fois que quelqu'un veut s'émanciper de leur tutelle ou ne va pas dans leur sens, paf, c'est un agent de Moscou. Ça a été le cas pour nos devanciers indépendantistes que l'on qualifiait d'agents soviétiques, de communistes. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existant plus, les souverainistes que nous sommes sont devenus des agents russes. Cela va même au-delà de notre continent. L'Allemand Gerhard Schröder et même l'Américain Donald Trump ont été accusés d'être des agents russes. Ce dernier vient d'ailleurs de révéler, appuyé par le FBI et la patronne de l'espionnage américain, comment Barack Obama et son administration de tordus ont comploté pour lui coller cette étiquette afin de l'empêcher de revenir au pouvoir. Dans mon cas, sur quoi se base-t-il pour affirmer cela? Mais bien sur rien, ou plutôt sur le fait que j'aurais interagi avec la Russie à quelques reprises. Mais si ce sont les interactions avec la Russie qui font de quelqu'un un agent russe, alors les plus grands agents russes sont les Européens. Ce sont les États européens qui ont des relations diplomatiques assumées avec la Russie. Elles n'ont jamais été rompues, même pas avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Au contraire, en septembre 2022, l'UE a nommé un nouvel ambassadeur à Moscou. En 2023, c'est l'Allemagne qui a désigné un nouvel ambassadeur en Russie. Et en février 2025, Paris a nommé son représentant permanent à l'ONU comme ambassadeur de France à Moscou. Ce sont toujours les États européens qui continuent d'acheter du gaz, des minerais et des engrais russes, alors qu'eux-mêmes ont dit que ceux qui achètent le gaz et le pétrole russe sont ceux qui aident Poutine à mener la guerre contre l'Ukraine. C'est Emmanuel Macron qui fait des pieds et des mains pour parler à Poutine, bavardant 2 heures avec lui au téléphone, ou allant jusqu'à s'humilier en acceptant de se faire jeter au bout d'une table de 3 mètres au Kremlin. C'est l'armée française qui partageait le même camp, la même cantine que les mercenaires Wagner de Yevgeny Prigojine en Libye. Ce sont les touristes russes qui reviennent en masse en Europe depuis 2024 et plus spécifiquement en Italie, en France et en Espagne qui leur délivrent des visas Schengen à tour de bras. De qui se moque-t-on? Les dirigeants européens savent très bien que l'étiquette d'agent russe qu'ils me collent n'est qu'un mensonge, un prétexte pour cacher leurs vrais motifs inavouables et injustes à leurs opinions nationales. C'est vrai que ce n'est pas très cool de reconnaître qu'ils ont le seum parce que je contribue à empêcher leur colonialisme brutal, l'exploitation néocoloniale des ressources africaines, l'appauvrissement permanent des Africains et la déstabilisation systématique et violente de l'Afrique. Je le dis ici de façon très décomplexée. Je n'ai aucun problème avec les Russes, en tout cas pas pour l'instant. Et je le répète, pour les dissipés du dernier rang. Les cauchemars des Occidentaux ne sont pas les miens. Les ennemis de l'Europe ne sont pas ceux de l'Afrique. Mais le narratif mensonger d'influenceuses pro-Poutine ou de mes prétendues positions pro-russes est vexatoire et diffamatoire. Je le disais déjà il y a 2 ans à la télévision suisse qui a fait un reportage sur moi. Sur scène, Nathalie Yamb tire à boulet rouge contre la France, appelle à boycotter les médias occidentaux et renverser les régimes soutenus par Paris. Ici, aucun drapeau russe, mais l'ombre du Kremlin ne semble jamais bien loin. Je pense que beaucoup dans la salle ont entendu que j'étais l'influenceuse à la solde de Poutine, l'influenceuse à la solde de la Russie. Cette étiquette d'influenceuse pro-Poutine l'agace au plus haut point. Cela sous-entend que les Africains sont incapables de se battre pour leurs propres intérêts, de penser par et pour eux-mêmes. Que nous sommes des gens qui ont pour vocation d'être soit la marionnette de quelqu'un, soit la marionnette de quelqu'un d'autre. Donc je trouve ça dénigrant, raciste, méprisant. Prétendre que l'on a besoin des Russes pour ne plus vouloir de la mainmise française ou occidentale en Afrique avec toutes les horreurs, tous les pillages, toute l'hypocrisie dont ils ont fait montre envers nous,
et notre continent, c'est une injure. Je n'ai pas attendu leur palabre avec la Russie pour combattre la France-Afrique. Mes écrits depuis 2004 sont là pour le prouver. Je n'ai pas besoin d'être à la solde de la Russie pour me réjouir de chaque coup porté à l'Ukraine. Il me suffit de me rappeler comment ce pays de merde a traité les étudiants et ressortissants africains qui voulaient quitter la zone au début du conflit, ou de regarder comment les autorités nazies ukrainiennes revendiquent fièrement leur soutien aux terroristes qui endeuillent le Sahel. Maintenant, je me dois de faire un mea culpa. C'est parce que depuis des années, je laisse ces gens agir et me persécuter de façon hors la loi qu'ils se sont sentis trop à l'aise pour aller plus loin dans l'excès. En 2019, quand Dramane Ouattara, sur ordre de Macron, m'expulse hors toute procédure légale de Côte d'Ivoire et bloque mes avoirs pendant 5 mois, je n'ai pas réagi. Quand on m'estampille agent russe, je n'ai pas réagi. En 2022, quand Macron m'interdit d'entrée et de séjour en France, hors toute procédure légale et sans qu'une notification me soit jamais parvenue, je n'ai pas réagi. Il est vrai que m'interdire d'aller en France, c'est comme interdire à un imam d'aller au Vatican. Ça n'a aucun sens. Je n'en ai strictement rien à fiche de la France. J'avais fait une vidéo à ce sujet qui apparaît à l'écran et que vous pourrez regarder à l'issue de celle-ci. En 2023, quand certains de mes comptes ont été fermés en Suisse absolument sans raison et sans explication, je n'ai pas réagi. Et c'est comme ça qu'en 2025, l'Union européenne, à l'instigation de la France, s'est permise de m'interdire d'entrée, de transit et de survol de son territoire, de saisir mes avoirs et de m'interdire tout accès à des fonds ou ressources économiques. Selon l'Union européenne, vous prenez Oussama Ben Laden, vous ajoutez Adolf Hitler par-dessus, vous mettez Pablo Escobar dans le lot et ensemble, ça fait un conglomérat de petits joueurs qui ne m'arrivent pas à la cheville en termes de dangerosité. Alors cette fois, je ne vais pas rester sans réagir. Cette fois, ce qu'ils ont commencé, on va terminer. Pas parce que j'ai particulièrement envie de circuler en Europe, mais plutôt pour leur montrer que dorénavant, avec moi et les autres leaders du combat d'émancipation et de souveraineté de l'Afrique, ce sera les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. On les a battus sur le terrain de l'intelligence, de l'information, de la détermination, de la mobilisation. Et pendant que nos chefs d'État de l'AES sont en train de monter en puissance sur le plan défense, diplomatie et développement, nous allons aussi leur montrer qu'on peut les battre sur le terrain juridique. Ils savent très bien qu'avec tout ce qu'ils font là, ils ne me font pas peur et ils ne me feront pas taire. Cabri mort n'a pas peur de couteau, comme on dit chez moi. C'est les autres qu'ils essayent de mater, d'effrayer, de contraindre au mutisme. Les Africains, les binationaux et même les ressortissants européens pur jus. Je vais leur montrer que les tribunaux sont un terrain de bataille sur lequel on peut leur infliger des défaites aussi monumentales que celles qu'ils ont subies sur les terrains militaires, diplomatiques, géostratégiques, informationnels et communicationnels en Afrique. Watch me. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les milliers de personnes qui m'ont marqué leur solidarité, leur soutien, leur amour, et ce, à travers le monde, à travers les différentes classes sociales et couleurs de peau. J'en ai été infiniment touchée. C'est l'occasion pour moi de dire aux gens de l'Union européenne que même si vous m'arrachez jusqu'au dernier franc que j'ai dans ma poche, je ne serai jamais sans domicile. Je ne serai jamais seul et je ne serai jamais pauvre. De la même façon dont vous me voyez comme votre pire cauchemar, je suis l'espoir d'un continent qui s'est levé et qui ne se mettra plus jamais à genoux devant vous. Je suis la vigie qui avertit ses frères, ses sœurs, ses parents et enfants du danger que vous représentez, qui éveille les esprits, qui raconte le passé, qui inspire les politiques, qui brise définitivement les chaînes néocoloniales d'aliénation et de soumission que vous avez attachées à nos chevilles, à nos poignets et dans nos esprits depuis trop longtemps.
Je suis l'enfant d'Édith, la lionne blanche et d'Étienne, dont je peux remonter la lignée à 15 générations jusqu'à Ngokli Touba. Je suis la fille de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Ruben Umniobe, de Félix Moumié, de Ernest Wandier, de Kimpa Vita, de Hatshepsut, de Nzinga, de Shaka Zulu, de Dedan Kimathi, de Jerry Rawlings, de Malik Al-Shabazz, de la mulâtresse Solitude, de Jean-Jacques Dessalines, de Steve Biko, de Winnie Mandela, de Harriet Tubman. Je suis la sœur de Abdraman Tiani, de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, de Mamadou Koulibaly, de Kémy Seba, de Safia Enjoy Life, de Maud Salomé Ekila, de Franklin Yamsi, de Farida Nabourema, de Joshua Maponga, de Dani Amelda, de Banda Kani, de Abdraman Oumarou, de Paul Ella, de Egunchi Béanzin et de tant d'autres. Je suis la chevalière de Niamey, la Yenenga de Ouagadougou, la dame de Sochi, la Sekhmet de l'AES et la Mat de l'Afrique. Je suis la mère des abeilles révolutionnaires, la facture de mes ancêtres, le javelot de mon peuple. Et des millions d'Africains, d'Afro-descendants, d'humains sur le continent et partout dans le monde sont mon bouclier. À eux, je dis merci, merci, merci. Vous avez été des milliers à contribuer, à demander comment faire pour me soutenir mensuellement. Le bouclier de la reine Yaya. Nous allons continuer à l'utiliser pendant quelques semaines avant de trouver une autre solution pérenne. Bouclier. Les combattants connaissent ce mot d'ordre et le lien s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, en likant, en commentant et surtout en partageant le lien de cette vidéo, vous participez à la lutte et à me soutenir à votre manière. Alors, faites-le massivement. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Et vous, dirigeants occidentaux et vos complices collabo-africains, vous n'êtes pas prêts de m'arrêter. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. En nous aller. Temnigne.